Générique du début du podcast The Strange Land. Oh yeah. Bonjour Nico, Bonjour Justine et Trognette. comment vas-tu aujourd'hui? Très très bien. Est-ce que tu veux nous présenter l'invité du podcast de Strangeland? Mais oui, alors déjà c'est vraiment très cool. C'est une personne qu'on a rencontrée lors de sa résidence d'écriture à la Maison des Écritures à Oui. La Rochelle. Coucou la Maison des Écritures. C'est une autrice, mais aussi comédienne et aussi metteuse en scène béninoise. Elle est formée à l'École internationale du théâtre du Bénin. Mhm. Elle participe à la création et préside l'association Bani avec d'autres artistes dont le projet est des souvenirs. Moi, je lis très mal. Avec mon accent, c'est super. Dans le projet est de soutenir la production des spectacles et propose des ateliers théâtraux. Ok. Et nous, on a eu le privilège absolu de voir sa restitution de résidence à la Maison des Écritures Oui, qui se déroulait au Café Asile et oui. qui était une lecture de ses textes. Notre invitée, c'est Nathalie Uno Yekpe. Salut Nathalie. Salut Nathalie. Salut Nico, je salue Justine. Waouh, Merci vous êtes bien informée sur moi. Oui, bah en fait, je t'avoue qu'on a potassé la biographie de la Maison des Écritures parce qu'ils ont fait ils ont fait un peu le travail pour nous. Mais parlons de toi, Nathalie. Comment vas-tu et où es-tu en ce moment? Je vais très bien, merci. Je suis actuellement à Villeneuve, à la Chartreuse, en fin de résidence d'écriture. Donc, je rentre à Cotonou le vendredi prochain. D'accord. Et donc, tu étais très récemment à la Maison des Écritures en résidence. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette résidence, dans quel cadre elle s'est déroulée et ce que tu y as fait? Oui, en fait, donc j'étais à la Maison des Écritures à La Rochelle parce que lauréate d'un dispositif qu'on appelle résidence d'écriture francophone Afrique-Haïti. Donc, je suis la lauréate cette année de ce dispositif mis en place par ALCA. Et Mhm. la résidence se déroule dans 3 lieux. Donc, à Limoges, à la Maison des Auteurs, à Bordeaux, à la Villa Valmont et à La Rochelle, donc dans la Maison des Écritures. Donc, mon projet pour cette résidence est intitulé Agodier. Agodier, c'est une pièce qui parle des femmes d'aujourd'hui qui osent, comment on dit, aller dans la politique, aller faire la politique, aller dans le milieu politique que je trouve très risqué. Mhm. Et donc, l'idée de les appeler Agodier, ça signifie des Amazones. Donc, c'est de dire, mon projet questionne un peu la motivation de ces femmes-là. Qu'est-ce qui les motive à aller en politique? Qu'est-ce qui les Mhm. motive à vouloir être, par exemple, présidente de la République, même si, voilà, on en compte très, très, très peu qui arrivent à atteindre leur objectif. Mhm. Et donc, dans cette pièce de théâtre à Gaudier, il y a une figure tutélaire historique de l'histoire béninoise qui a été un peu effacée, c'est bien ça, hein? C'est ça. Donc, dans la pièce, il y a cette reine qui a régné au Bénin pendant 3 ans, pendant 3 années, et dont l'histoire a été totalement effacée. Moi, à l'école, personne ne m'a jamais parlé de cette reine, Tassirangbe. Mais pourtant, j'ai beaucoup étudié la généalogie des rois. Donc, cette histoire m'intéresse beaucoup, mais en même temps, on essaye comment on dit, de restaurer en quelque sorte sa mémoire. Par Mhm. contre, tout ce qu'on entend, il y a beaucoup de contradictions dans l'histoire. Tout ce qui se dit, voilà. Donc, j'ai l'impression que tout le monde réinvente un peu son histoire, Mm. selon qu'on soit homme ou pas, et c'est aussi beaucoup
beaucoup de sexisme autour de son histoire, ce qui m'a un peu révoltée. Du coup, donc dans cette pièce, je lui donne la parole à Oui, Dassy Rangui un peu qui revient dans ce monde. Donc on ne descend pas dans l'histoire, on ne va pas faire sa biographie. C'est elle traverse cette pièce, elle arrive à discuter avec la plus jeune de ces femmes-là et raconte elle-même son histoire selon d'accord, comment moi, Nathalie, je la vois. d'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. La 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 Rochelle. La Rochelle. Et du coup, est-ce que, pour revenir à ta résidence à La Rochelle, à la Maison des Écritures, est-ce que c'était la première fois que tu venais à La Rochelle? En résidence, oui. En résidence, c'était la toute première fois. J'étais venue à La Rochelle en 2021 parce que j'avais un compatriote, Giovanni Wanso, qui était en résidence. Donc, j'étais venue 3 jours, justement, à la maison du gardien. D'accord. Et ça m'avait, voilà, le lieu m'avait tellement impressionnée que oui, j'ai formulé mon vœu de revenir et d'être en résidence là. Je suis d'ailleurs allée à la plage, donc j'ai pris un petit caillou en promettant à la mère de revenir lui déposer son caillou si je viens en résidence. Ah, très beau. Ce que j'ai Et fait. tu as tenu ta promesse. Oui, j'ai tenu ma promesse. Formidable. Oui. Alors, une des questions qu'on pose à nos invités de notre podcast, qu'ils soient de La Rochelle ou qu'ils n'y vivent pas, c'est quelle est ta Rochelle? Donc, quelle est l'expérience que tu en as fait? Quels ont été les lieux qui t'ont plu? Quelle a été ton impression? Quelle a été ta vie à La Rochelle, en somme? Ma vie à La Rochelle a été magique. Quand je dis magique, c'est dans le sens de, voilà, de la beauté, et de l'agréable, mais aussi c'est passé tellement vite que j'ai l'impression que c'est arrivé juste dans mon rêve. D'accord. Pourtant, j'y ai passé 2 semaines, en fait. Donc, Oui. est-ce que c'est parce que c'est à ce point agréable que ça donne cette sensation ou c'est l'énergie que voilà, que j'ai retrouvée là-bas? Donc, et si je dois parler de lieux, c'est d'abord déjà la Maison des Écritures, je dirais tout le parc. Voilà, c'est merveilleux de pouvoir résider là pendant que des gens parcourent des kilomètres, des dizaines de kilomètres pour venir dans le parc. Donc, moi, je dors là, je me réveille là avec voilà, avec le bruit des oiseaux, les chants des oiseaux et tout à côté, la mer voilà, qui tantôt, comment vous appelez, parce que c'est un phénomène que je ne connais pas. Marée haute? Voilà, les marées. Donc, tantôt, les marées sont hautes, tantôt, c'est bas, c'est fabuleux. Donc, moi, j'ai filmé plusieurs fois la mer que j'ai envoyée à ma fille pour lui expliquer ce que c'est, les marées. Et toutes ces personnes, tout ce monde qu'on rencontre à la plage, et je dirais globalement, c'est l'énergie. Et je vous ai rencontré, vous. Et aujourd'hui, j'ai un regret profond parce que le jour où je suis venue dans l'atelier, j'hésitais, j'avais un peu peur, j'étais tentée par un tatouage et je me souviens, Nikos m'a posé la question. Et là, j'ai tellement là, je me suis dit, j'aurais pu. Et je pense à l'Amazon, donc il y a une statue d'Amazon chez moi et je pense à l'Amazon et je me suis dit, pour cette résidence, j'aurais pu marquer l'Amazon à mon bras, par exemple. Ça Très aurait été bien. tellement beau. Faudra que tu reviennes alors. Oui, il faut que je Ce n'est revienne. pas le caillou, c'est l'aiguille, l'aiguille du tatouage. L'aiguille va me faire revenir. Formidable. Ouais. Eh ben, écoute, ça fait très plaisir que de fréquenter le studio t'ait donné envie de te lancer dans le tatouage. C'était la première fois que tu venais dans un studio de tatouage, si je me trompe pas. Oui, c'est la première fois. C'était la première fois. Je n'ai jamais su comment ça se passe. Oui, et ça a été pas trop intimidant, du coup, comme Non, expérience. non, au contraire. En fait, ça m'a un peu plus rassurée parce que j'imaginais ça plus horrible.
Tu as vu Jules qui était tranquille, qui souffrait pas trop. Il était assez digne pendant qu'il se faisait Ouais, tatouer. t'es très digne dans la douleur. C'est ça. Donc peut-être que c'est pour me convaincre que Jules ne montrait pas qu'il souffrait. Il souffrait. Il cachait son jeu. Oui. Nous, on dit toujours que le tatouage, ça fait mal, oui, mais ça fait surtout mal dans la durée. Donc, en fait, ça fait mal quand tu as des longues sessions, que tu es fatigué, que ta peau commence à être un peu Irrité. éprouvée, en fait. Éprouvé, et puis que c'est oui, et puis ça prend beaucoup d'énergie en fait de lutter entre guillemets, de résister à la douleur, et que du coup oui, sur de longues séances, au bout d'un moment, le corps il donne tout, mais sur de courtes séances finalement, si on arrive à être un peu détendu et puis on a la motivation du résultat final parce qu'on a un symbolique derrière et tout. Surtout si c'est une Amazone, Mais oui. là, la force, elle viendrait toute seule. Oui. Oui. Et j'ai une question du coup, parce qu'en fait, le tatouage, évidemment, c'est un des autres piliers de Strangeland, donc c'est une des autres questions de ce podcast. Et toi, tu n'es pas tatoué, mais est-ce que tu avais, avant de venir à Strangeland, du coup, puisque je vois que ça t'a rassuré, mais est-ce que tu avais des a priori sur le tatouage? Non, pas du tout. Pas Non. du tout. Je n'avais pas du tout d'a priori. Je suis d'une culture où, tu vois, le tatouage se fait quand même. C'est vrai que ça disparaît de plus en plus, mais quand j'étais petite, les jeunes filles surtout se tatouaient beaucoup chez moi. Et c'est avec des aiguilles, voilà, de façon brute comme ça. Donc elles associent plusieurs aiguilles pour se faire tatouer sur le bras, sur le corps, voilà, à des endroits donnés. Et ça fait, j'imagine, ça fait très mal. Ou c'est les noms, on écrit son nom, ou on écrit, voilà, Oui. le nom de sa mère ou quelque chose. Donc, voilà, ça, non, j'avais pas d'a priori. C'est vrai que quand je vois parfois des gens avec beaucoup, beaucoup de tatouages, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait envie je sais pas, voilà, et ben, quand je suis arrivée à Strangeland, vous m'avez dit, quand on commence, c'est difficile de s'arrêter. C'est ça. Donc là, cette question, C'est comme les chips, oui. j'ai eu ma réponse. On commencera par l'Amazone et puis après, tout le dos, les jambes. Une petite scène marine pour se souvenir comment on appelle, des marées, Oui, le c'est tour ça. de la Rochelle, Le calendrier des marais. le calendrier des marées. Mais c'est vrai que cette histoire des marées, en Italie, il n'y a pas non plus de marées, ou alors c'est des fois des toutes petites. Et des fois encore, moi, ça fait 20 ans que j'habite à La Rochelle, encore ça m'arrive de dire, ah, je vais aller dans l'eau, je vais aller à la mer. Et en fait, j'y vais et la mer n'est pas là. C'est que du sable. Oui, la mer n'est pas là. La mer n'est pas au rendez-vous, c'est beau. Elle n'est pas au C'est ça. rendez-vous. Mais d'une certaine manière, toi, tu as fait une promesse à la mer, mais la mer nous fait des promesses aussi, puisqu'on sait qu'elle revient Oui, 2 fois par jour. c'est ça. C'est beau. Et Pratique artistique. je voulais te demander si tu pouvais nous parler de ta pratique artistique. Donc, toi, tu es écrivaine, autrice, mais tu es aussi comédienne. Oui. Tu as peut-être dans ton Metteuse en bagage artistique d'autres cordes à ton arc ou d'autres pinceaux ou plumes. Quelle est ta pratique globale de l'art? Alors, moi, donc, d'abord comédienne. Et moi, je suis une personne très timide de nature. Donc, j'ai découvert la scène comme ça par hasard. Et je me suis vite adaptée parce que ça me permettait de me cacher derrière des personnages et d'exister grâce à des personnages. Et j'ai D'accord. l'habitude même de dire parfois qu'à la fin d'un spectacle, et jusqu'à aujourd'hui c'est comme ça, moi j'aimerais que le spectacle s'arrête dès qu'il y a le noir, dès que les rideaux tombent, qu'il n'y ait plus d'applaudissements, où je reviens en tant que moi, Nathalie, et pour recevoir des applaudissements. Là, c'est des moments où je ne tiens plus. Donc, d'abord, pour moi, c'était ça. L'art, c'est pouvoir dire des choses sans avoir peur de les dire. Et incarner des personnages me convient très bien.
Ensuite, j'ai voulu faire de la mise en scène juste aussi pour pouvoir, comment dire, exprimer mon, comment dire, ma sensibilité. Je me souviens, j'ai monté une pièce et l'auteur, José Plia, est venu. La pièce, c'est Monsieur Blanchette et le loup, c'est pour le jeune public. C'est une pièce qui a été beaucoup montée et, Oui. et beaucoup tournée. Et donc, quand il est venu, il a beaucoup aimé. J'ai remarqué qu'il rigolait beaucoup. Et à la fin, il s'est quand même approché de moi. Il m'a dit, Nathalie, je n'ai pas écrit une pièce féministe. Pourtant, je n'ai retiré aucun mot de sa pièce. Donc, j'ai gardé ces mots exacts. Mais je me suis dit, OK, donc il y a un message qui est passé. Oui. Et c'est pareil pour d'autres pièces. Tout de suite, on se dit, et il y a une autre pièce aussi où l'auteur m'a dit, ah ouais, cette pièce, elle a été tellement jouée. Mais je me rends compte que c'est la première fois que je vois une femme qui fait la mise en scène de ça. Et du Oui. coup, même si lui défend quelque chose, il ne voit quand même pas le côté très machiste qui est dans sa pièce parce qu'il s'en rend pas compte. Oui. Oui. Voilà. Oui. Donc, pour moi, c'est ça, c'est de pouvoir exprimer moi mon point de vue sur des sujets dans une société qui est la mienne, que je trouve très machiste, très sexiste. Et voilà, apporter ma petite pierre pour faire un peu bouger les choses. Et c'est d'ailleurs aussi ça qui m'a amenée à l'écriture parce que là, j'accentue un peu plus. Et je dis souvent que je suis en colère. C'est la colère qui m'a amenée à écrire. Donc, il y a plein de pièces où je ne suis pas d'accord du tout. Donc, des sujets qui ont été traités et que je peux encore aborder en tant que moi et donner mon point de vue dessus. Voilà, et exprimer librement mon opinion. Ce que je n'arrive pas toujours à faire en tant qu'interprète. Oui, d'accord. Tout à fait. La pratique artistique comme véhicule finalement du coup c'est le mélange, non, entre l'expression, c'est finalement quand tu dis de la grande timidité et pourtant quand tu es sur scène, bah, c'est pas toi qui es mis là et tu aimerais bien que la pièce s'arrête avant les applaudissements, avant que tu puisses revenir en tant que Nathalie sur scène. Mais en même temps, du coup, la pratique artistique peut être aussi un véhicule d'idées, mais aussi un attelle à notre identité, C'est comment ça. dire. Oui. Moi, je dirais que c'est totalement mon terrain de liberté. Oui. Tout à fait. Et absolument. Donc, tu as toutes ces casquettes, comédienne, metteuse en scène et autrice, qui te permettent en fait d'exprimer certaines choses de manière différente et à certains degrés différents. Est-ce que tu peux aussi nous parler de la praticalité, entre guillemets, de ton art, de l'écriture? Comment ça se passe pour toi d'écrire une pièce? Est-ce que tu te focalises surtout sur des résidences d'écriture? Quels sont les meilleurs moments de la journée pour toi pour écrire? Est-ce que tu as une sorte de ritualité autour de ça, dans le quotidien, en fait? Oui, oui. En fait, moi, les résidences, ça me facilite beaucoup les choses, ça m'arrange dans ce sens où je suis complètement focus sur ce projet et que j'y travaille et parfois la pression de devoir faire une sortie de résidence, donc tout ça, ça met un peu l'accélérateur, mais en même temps, ça peut bloquer aussi Oui. parce que parfois le processus est plus long pour moi. Je sais ce que j'ai envie de dire, mais trouver la forme, trouver l'angle, parfois ça prend beaucoup de temps OK. pour arriver. Donc, est-ce que c'est parce que je suis une jeune autrice qu'il me faut encore plus d'expérience, mais je n'arrive pas à m'organiser strictement en me disant, je vais écrire de 8h à 13h, faire une pause, reprendre à 15h ou 16h et aller à 19h. Non. Moi, à partir du moment où je suis en résidence, je suis tout le temps en train de penser au projet et je reste ouverte à tout ce que je vois, à tout ce que j'entends, à tout ce que je ressens. Donc, je reste ouverte à tous les éléments pour pouvoir nourrir l'écriture.
Et parfois, voilà, ça peut bloquer, voilà, je peux être bloquée pendant des jours, voire semaines, et tout d'un coup, il y a un petit élément de rien du tout qui me fait penser à quelque chose, et là, ça déclenche, et voilà. Et ça fait énormément évoluer l'histoire. Ça peut être même une chanson, ça peut être un tableau, Oui. ça peut être un tatouage, voilà. Je me souviens, oui, que la dernière fois, tu racontais, je ne sais pas si quand on parlait au dîner ou si quand c'était pendant la présentation, tu racontais du fait que justement, tu ne fais pas des plans, tu ne fais pas de grille, je ne sais pas comment dire, mais que tu sais où tu veux aller, mais qu'en fait, c'est pendant l'écriture que tu laisses déployer un peu l'histoire. Et après, des fois, tu pars et après, hop, tu dis non, c'est pas le bon endroit, je reviens et tu repars dans un autre sens. Oui. Donc, est-ce que dans une autre direction? Et donc, je mets la question est-ce que du coup, le fait d'avoir une cadre qui n'est pas vis-à-vis des, comment on dit en français, le sommaire ou quand tu fais la liste comme ça de matières, Oui, comment on appelle? je sais pas, Les, résumé? La Non. trame? La trame, voilà, merci. Peut-être que si tu travaillais pas ça, mais est-ce que du coup, le côté un peu grille, un peu structure, finalement, est donné par le fait d'être en résidence? Dans le sens où, dans l'espace-temps donné, là, tu sais que tu peux déployer ta créativité sans forcément besoin de trame. Non, en fait, si, hein, parfois, souvent, je travaille une trame, hein. C'est juste que je ne respecte jamais. Je n'arrive pas à rester dans les cadres. Donc, oui, voilà, j'élabore une trame comme ça, mais qui, voilà, c'est clair, à 100%, je ne respecte pas. Mais c'est toujours bien d'avoir quelque chose au départ, d'avoir une ligne, Ok, d'avoir une trajectoire, et ensuite de voir les ramifications. ok. Voilà. D'accord. Et c'est pareil pour chaque journée, avant de me coucher le soir, je fais un programme pour le lendemain que je ne respecte jamais. Mais est-ce que déjà de le faire, c'est déjà un peu le respecter finalement, ne serait-ce que de l'écrire, Ah, même si tu le respectes pas. ah, c'est possible, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est en fait faire un programme que tu ne respectes pas, peut-être c'est la condition nécessaire à tout ce qui va se passer le lendemain. Oui, c'est sûr. C'est peut-être un peu pour me sentir légitime dans le non-cadre. Voilà. Oui, très bien. Merci beaucoup. Gratitude. Oh yeah. Tout à l'heure, on a un petit peu parlé d'inclusivité, on a un peu parlé de lecture féministe, de textes qui ne le sont pas forcément. Je sais que toi, évidemment, enfin, tu l'as même évoqué déjà pendant le podcast, tu travailles sur des figures de femmes qui ont été effacées par l'histoire et que tu réhabilites d'une certaine manière dans tes écrits. Ma prochaine question, c'est une question sur la diversité, sur l'inclusivité. On appelle dans ce pilier la queeritude, Oui. qui est donc forcément un néologisme à partir du terme anglais queer. Est-ce que quelle est l'importance, disons, de l'inclusivité et de la diversité dans ton travail, Nathalie? Moi, c'est important pour moi. Si je prétends écrire la vie, si je prétends écrire le monde, je dois pouvoir tenir compte de l'inclusivité, de la diversité. Et donc, je fais au mieux tout en sachant que je viens de quelque part où ce n'est pas du tout pas complexe. J'ai l'habitude de dire que nous sommes souvent 50 ans en retard par rapport au monde. Donc, il y a des choses forcément que je vais découvrir plus en venant ici. Mais en même temps, je peux être très pudique, je peux être très respectueux des autres, que je fais taire mes questions alors que j'ai envie de comprendre, d'être plus éclairée sur un certain nombre de sujets, tu vois. Mm. Oui, Donc, oui. c'est très délicat.
C'est délicat. Je me souviens, l'année dernière, j'étais en résidence dans la Drôme et la pièce, donc j'avais un thème au départ, la thématique est imposée, donc c'est la mort et le rapport à l'invisible. Mhm. Du coup, donc j'ai écrit cette pièce, Les vivants dans l'ombre, Mhm. et je suis partie d'une histoire d'une jeune femme qui va découvrir après que son père n'est pas son père biologique, voilà. Donc c'est plein d'histoires et son père biologique vient de décéder, donc il y a un lien, une énergie qui se crée. Et souvent, elle en parle aussi dans sa vie privée en couple. Mhm. Donc les premières scènes que j'ai écrites avec, donc c'était au départ son compagnon. Mhm. Un homme, donc c'était un couple hétérogène, par exemple. Mais à un moment donné, donc je relis cette scène, il y a quelque chose qui fonctionne pas pour moi par rapport à ce personnage, par rapport à tout ce qu'elle a envie d'exprimer. Du coup, Mhm. je me suis dit, c'est peut-être pas un couple hétérogène, Nathalie. T'es bloquée voilà, dans ce que, voilà. T'es bloquée quelque part et j'ai changé. Ok, Et, 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 et franchement, ça a dénoué d'autres endroits où j'étais bloquée, au fait. d'accord. Mais comment est-ce que ça arrive? Je ne sais pas. Oui, Tu vois, c'est donc la... j'ai aucun blocage par rapport à la diversité. C'est important même pour moi. En fait, je veux pouvoir m'enrichir de la diversité du monde pour que mes œuvres ne soient pas pauvres. Mhm. tout à fait. Avoir une diversité et par exemple avoir un couple lesbien dans une pièce, ça permet de créer un espace différent pour la conversation, pour l'échange, pour l'évolution des personnages. Oui, c'est clair. C'est selon l'histoire qui se déroule. Il ne faut pas rester figé, il ne faut pas rester bloqué. Et Mm. cette pièce j'ai eu une rencontre littéraire à Ouida, chez moi au Bénin. Donc, c'est censé être une rencontre avec les élèves et les professeurs, mais il y a des parents qui sont venus aussi. Et voilà, dans le public, quelqu'un m'a posé la question, Madame Nathalie, est-ce que votre pièce, c'est pour inciter nos enfants à l'homosexualité? Ah, eh bien oui. Et tu as répondu oui. Non. Non, je lui ai répondu, Madame, vous aviez sûrement lu ma pièce Cours Sonos. Elle a dit oui. C'est la chance que j'ai eue. Donc, je dis OK. Ok. Ma pièce Cours Sonos, il y a Kofi qui prostitue sa femme, qui est très violent avec sa femme, qui la traumatise à un tel point qu'elle l'a tuée. Est-ce que vous m'avez posé la question si je veux inciter vos filles à tuer leur mari ou si je veux inciter vos garçons à être violents avec leur femme? Ah, très belle réponse. Oui. Donc, je ne comprends pas votre question. Si vous n'êtes pas capable de poser de questions sur la violence faite aux femmes, je ne comprends pas votre question. Tout à Oui, fait. c'est une très belle réponse. Et comme je vous l'ai dit, moi, je suis dans une société que j'ai envie de peindre. Je ne sais pas dessiner, donc ma façon de dessiner, c'est l'écriture. Donc, je peins une société selon moi, voilà, mes yeux. Et n'en déplaise les autres, moi, c'est ce que mes yeux voient que voilà, j'essaye de dépeindre avec ma plume. Et c'est ça. C'est comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Je vous en prie. Avec le doigt sur l'oreille. Spiritualité. Spirituality. Yeah. On va arriver à la dernière question de ce podcast. Oui. Est-ce que tu as une pratique spirituelle, donc à entendre dans son sens large, une pratique qui te fait te sentir bien au centre de toi-même, de ta communauté, et qui te fait te ressourcer? Oui, franchement, je suis spirituellement, je suis un peu comme je veux dire, mon côté linguistique est pareil. Donc, je suis riche de 2 croyances. Donc, je suis Oui, béninois, donc d'une croyance où voilà, le vaudou est au centre de tout. Et d'accord. il y a des religions endogènes où tu as diverses divinités avec un seul Dieu. Et je suis d'une famille catholique.
Donc, D'accord. j'ai été baptisée étant bébé et j'ai eu ma première communion, confirmation et tout. Et comment est-ce que je gère tout ça? Il y a moi, ce que j'appelle ma foi, qui n'est Mhm. pas forcément très liée à la religion. Oui. Donc, c'est peut-être ça la spiritualité. Moi, Mhm. ma foi, c'est de faire promettre à la mère de me ramener à La Rochelle. Et je lui Mm. ramène Mm. sa pierre. C'est un peu comme quelqu'un qui va s'agenouiller devant la Vierge Marie et lui dit protège mon enfant et je t'allume des bougies. Voilà. Donc, je suis issue de ces deux croyances-là. Donc, un peu de. Voilà, il faut aller consulter le phare et demander ce que les ancêtres veulent. Mais en même temps, voilà, aller à l'église. Je n'arrive pas à aller à l'église tous les dimanches comme tous les Béninois le font. Mais il y a des Mhm. moments où j'ai besoin de calme, où Mhm. je me sens un peu, voilà, sur les nerfs ou quelque chose comme ça. Et pour cette méditation, je peux décider d'aller m'asseoir, dans une église. Mhm. Pas forcément pendant une messe, non. Juste d'aller m'asseoir devant le crucifix et de rester là et de méditer. Oui. Mm. Et cette spiritualité m'amène à croire fermement que ma mère n'est pas morte, qu'elle est Mhm. avec moi partout où je vais et que mon père aussi vit à travers tout ce que je fais. Et voilà. C'est très beau. Merci beaucoup, Nathalie. C'est très beau. C'est Merci quelque bien. chose qu'on partage avec toi parce que moi, pour ma part, j'ai eu une éducation athée Mm, et je suis plutôt agnostique, mais j'aime beaucoup aller me recueillir dans les églises et c'est un lieu que l'on fréquente chacun de son côté avec Nico aussi. mm, Pas forcément lié avec effectivement une pratique catholique, mais parce que ce sont des beaux lieux de recueillement, de méditation, qui exact. sont ouverts à tous et à toutes, Et, et, tous les jours. et pour en ajouter, moi, je fais le ramadan. Mhm. Et Ok, ce moment de ramadan, ce mois, je le rate presque jamais. Je, d'accord. je respecte rigoureusement les horaires selon où je me trouve. Par exemple, au Bénin, ça reste statistique, c'est de 6h à 19h tous les jours. Mais quand je suis en France, et ces 3 dernières années, j'étais en France pendant le ramadan, c'est, Mhm. les horaires changent, ça peut être très élastique. Et parfois, les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu as à faire ça? Et je dis, moi, ce qui me plaît dans ça, c'est de savoir qu'il y a peut-être 1 milliard de personnes qui arrêtent de manger à la même heure que moi, Mhm. Mm. qui se purifient et qui se disent, voilà, on est égoïste, on est vaniteux, on est si, on fait plein de bêtises. Donc, pour une fois, dans la vie, tu te concentres, tu médites et tu ne manges pas, tu te prives de plaisir jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au coucher du soleil. Pour moi, je trouve ça beau qu'on est, Mhm. on est si nombreux à le faire à la fois. Donc, c'est ce moment de solidarité, de ce mouvement, ça me plaît beaucoup. Donc, je le fais. Et dans le respect, je ne prie pas les 5 prières du jour. Je ne sais pas faire ça. Je ne vais pas Mhm. apprendre ça, c'est sûr. Mais voilà, donc je reste très solidaire de ça et ça me profite beaucoup. Ça me recentre toujours ce mois de Ramadan. D'accord. C'est très bien. Mm. C'est très intéressant. Mais en fait, je me demande, alors, il- je connais pas du tout justement la pratique du Ramadan, mais moi je viens d'Italie. Alors, comme Justine disait, je sais que bah, des fois, pour ma pratique spirituelle, pour me recueillir et tout, c'est vrai que bah, en ayant eu une éducation catholique, parce que bah, en Italie, c'est quasi tout le monde, enfin, ça n'existe pas. C'est vraiment très, très, très rare que tu n'as pas eu d'éducation, que tu n'as pas été baptisé ou des trucs comme ça. Et du coup, des fois, je me rends compte que, alors, j'ai commencé à avoir une pratique artistique, spirituelle, à un moment quand j'ai rencontré le yoga, j'ai rencontré la méditation, des trucs comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, bah, vu de mon éducation, bah, des fois, je me sens plus en accord d'aller dans une église, même si l'église, il y a beaucoup, beaucoup de contradictions dans la religion catholique, mais pour le lieu,
des fois, je le sens plus proche de moi, de De toi. rentrer dans une église, Mm. que d'aller dans la salle de yoga à peut-être chanter des mantras, même si j'écoute Mhm. des mantras, mais que finalement, je comprends pas vraiment complètement parce que C'est ça. je parle pas hindi, même si j'ai fait quand même du sanskrit à l'université, mais ça a pas duré longtemps. Mm. Et du coup, quelque chose dans ce genre-là, ça me vient par exemple avec le carême. C'est Parce ça. qu'en théorie, bah, les carèmes, c'est ces 40 jours bah, après justement le carnaval, enfin, Mm. comme on appelle en français, je sais plus, le mardi gras, bah, c'est Mhm. juste c'est ce moment où c'est les dernières cartouches du plaisir, de la nourriture, et après, pendant 40 jours, en ligne Mm. générale, bah, tu fais cet recentrement Oui. dans l'esprit. Enfin, c'est intéressant. Mais au fait, le ramadan, si tu veux, c'est parce que les gens ne respectent plus du tout de nos jours. Le ramadan, c'est un moment de partage, mais c'est surtout un moment de privation pour les gens qui arrivent Mm, à avoir la nourriture à la table tous les jours. tout à Mm. fait. Donc, il faut se priver. Et normalement, dans ton déjeuner, par exemple, tu dois pouvoir, si c'est un sandwich, un panini que tu veux manger à midi, que tu devrais manger à midi, tu devrais ajouter ce panini et donner ça à un mendiant ou quelqu'un qui a faim. Ah, ok. Mais toi, Mm. rester, voilà, ressentir ce que cette personne ressent, ces personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un sandwich, qu'est-ce qu'ils ressentent? C'est ça que toi, tu dois ressentir pendant ce mois-là. Mm. C'était C'est ça très bon. l'objectif. Oui, il faut partager. Voilà, ce n'est pas juste je saute des nourritures et je me fais de l'économie. Non, tu dois investir ça et offrir ça Mm, au quotidien à des gens. Mm. D'accord. Mm. c'est très J'ignorais bon. ça, tu vois. Mm. D'accord. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ajouter ou est-ce que tu as des questions? Oh non, ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du podcast de Strangeland. On va s'arrêter sur ces quelques mots. Nico, est-ce que tu... Attends, comment on va arrêter ça? Nico, est-ce que tu as des mots, des petites instructions à donner à nos auditrices? Bah, alors déjà, je vais remercier Nathalie. C'était trop cool de t'entendre. Hâte de te revoir à La Rochelle ou qui sait ailleurs. Ouais. Et pour les personnes qui nous ont écoutés, bah, déjà, je vous invite. Peut-être qu'on va mettre toutes les informations de Nathalie sur les notes, sur les show notes. Et aussi, vous pouvez nous... Qu'est-ce qui se passe? Et aussi, vous pouvez, bah, si vous avez bien aimé le podcast, bah, le partager sur vos réseaux ou avec votre BFF et mettre 5 étoiles. 5 étoiles, que des notes complètement honnêtes. Voilà. Seulement 5 étoiles. Merci beaucoup. Merci. C'est générique de fin. Générique de fin, oh yeah, oh yeah.